Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. À peine François de Rugy était-il nommé au ministère de la Transition écologique, Richard Ferrand était candidat pour présider l'Assemblée nationale. Vous le soutenez? Est-ce que c'est le bon candidat malgré un certain nombre d'obstacles qui pourraient se présenter? Moi, je soutiens Richard Ferrand parce que je pense que notre Assemblée a besoin d'avoir énormément de poids politique. On a aujourd'hui une réforme constitutionnelle à mener où on voit qu'on réfléchit énormément à ce que doit être l'Assemblée. Oui. L'Assemblée, ça doit être un lieu de travail d'expertise, ça doit être un lieu d'évaluation, un lieu où on suit les réformes. C'est pas juste un théâtre. Mais il y en a d'autres qui peuvent réfléchir à ça. Voilà, et il se trouve que moi, plusieurs femmes qui sont candidates, par exemple, elles ont une capacité de réflexion, je suppose. Tout à fait. Il se trouve que j'ai travaillé longuement avec Richard Ferrand, avec François de Rugy pour initier ces réformes, et que ma relation avec lui depuis quelque temps fait que je pense que c'est extrêmement utile d'avoir aussi un personnage dans notre circuit politique qui ait ce poids politique face à Gérard Larcher, face aux autres institutions aussi. C'est le candidat du président? C'est le candidat, vous imaginez bien, en tout cas de notre majorité, puisque notre président de groupe qu'on propose pour un poste comme ça, c'est le candidat effectivement qui est poussé. Le fait qu'il soit l'objet d'une information judiciaire n'est pas un sujet? Pour moi, c'est un peu les mêmes règles qu'au gouvernement. C'est-à-dire que la République irréprochable, c'est la République de gens qui tirent les conséquences de décisions. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision. Le gouvernement a une règle, c'est mise en examen égale départ. Oui, aujourd'hui, pendant que la personne en question est à son poste. Mais vous croyez que le gouvernement nommerait aujourd'hui, que le président de la République nommerait au gouvernement quelqu'un qui est sous information judiciaire? Alors, je ne connais pas les règles de nomination, je connais les règles qui amènent à ce que la République irréprochable que nous souhaitons, c'est une République où les gens tirent des conséquences s'il y a des décisions. Il n'y a pas de décision, donc je pense qu'il n'y a pas de conséquences à tirer. Sa victoire est inscrite? C'est comme toutes les élections, vous savez, toutes les campagnes, il faut... Je pose la question parce qu'il n'est pas unanimement apprécié dans le groupe parlementaire. Mais la question, pour moi, ce n'est pas une question d'être apprécié. La question, c'est de pouvoir travailler, de représenter une institution qui est quand même le cœur de notre République et d'y porter surtout des changements, des réformes. Vous savez que j'ai beaucoup poussé pour qu'on fasse de l'évaluation, qu'on ait de l'expertise. Tout ça doit continuer et surtout doit être défendu face à d'autres institutions qui voient ça d'un œil plus ou moins favorable. Qui doit lui succéder à la tête du groupe parlementaire? C'est une discussion que nous avons tous entre nous. Nous sommes 312. Vous savez, savez, il n'y a pas 312 candidats. Non, mais 312 députés d'un groupe majoritaire, c'est comme 312 auto-entrepreneurs qui ont des vues à la fois différentes sur le fonctionnement, sur les priorités des uns et des autres. On est dans des commissions différentes. Donc nous parlons, nous réfléchissons. Vous êtes candidate? Je ne suis pas candidate aujourd'hui comme ça devant vous. Je ne mettrai aucune bataille personnelle dans cette affaire. Non, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question politique. Et pour moi l'enjeu de notre groupe, c'est de rester tourné autour du projet extrêmement collectif et d'avoir surtout à cœur de défendre un projet qui nous a tous portés là, de faire passer du projet aux lois et de la loi à la réalité. C'est le projet collectif qu'il faut qu'on défende et donc il faut qu'on réfléchisse entre nous à comment, après une phase où pour beaucoup d'entre nous, nous découvrions la vie politique, on continue à défendre ce projet de manière collective. Passer du projet à la loi et de la loi à la réalité, voilà une belle histoire du prélèvement à la source, qui vient d'être confirmée donc par Édouard Philippe il y a 2 jours. C'est la fin d'un feuilleton. On a encore quand même pas mal de zones d'ombre sur ce feuilleton, non pas sur son déroulé, mais sur le résultat. Par exemple, sur les niches fiscales. On comprend qu'un certain nombre de niches fiscales vont permettre de toucher de l'argent aux contribuables qui devront en fait le rendre au bout d'un certain temps. Il y aura le rendre au moment où ils seront prélevés dans leur impôt. Un certain nombre de niches fiscales sont désignées, l'aide familiale, un certain nombre de niches fiscales liées à l'immobilier, pas l'aide aux PME. Pourquoi? L'aide aux PME, vous voulez parler des investissements, l'IR-PME, etc. Aujourd'hui, ce qu'on a cherché à faire, c'est de regarder là où il y avait le plus de ménages concernés et le plus de volume. Effectivement, ce qui a été choisi, c'est que ce soit les plus grandes niches fiscales, celles qui touchent le plus de ménages et celles qui sont les plus volumineuses. Mais celles qui sont importantes pour l'économie, comme par exemple l'investissement dans les PME. Alors, l'investissement pour les PME, vous savez que c'est un sujet que j'ai beaucoup défendu dans l'hémicycle. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est aussi un sujet d'ailleurs dans la loi Pacte dont le ministre a reparlé hier. Il faut effectivement, peut-être qu'il y a des amendements à faire encore, peut-être qu'il y aura des ajustements. On est dans l'année de transition. Aujourd'hui, moi, ce qui compte pour moi, c'est que cette réforme, on soit clair et honnête et sincère avec les Français. On a dit que cette réforme, c'était un changement à la fois de modernité, c'est aussi un meilleur accompagnement finalement social des personnes dont la situation change, mais c'était surtout une réforme où les Français n'avaient pas à avancer de la trésorerie. Les dispositions qui sont prises permettent honnêtement de dire
que les Français n'avanceront pas de l'argent à l'État, puisque l'année de transition qui est devant nous se fera avec d'abord l'État qui vous versera le 15 janvier 60% du volume des principales niches fiscales qui ont été l'année listées. précédente. De l'année 2017. Cette idée que l'impôt est contemporain est déjà battue en brèche. Parce que nous sommes dans une année de transition. À partir de l'année suivante, les choses seront beaucoup plus contemporaines. Mais on déduira, ou on aura un acompte et on déduira ensuite une niche fiscale de l'année précédente. Bien sûr, parce que le principe, c'est qu'il y a quand même à un moment une déclaration d'impôt à faire et que les crédits d'impôt se passent sur la réalité. Justement, beaucoup de gens pensent que ce prélèvement à la source se dispensera de la déclaration d'impôt. Non, il faudra faire une déclaration d'impôt. Bien sûr. Et donc, au printemps prochain, il y aura une déclaration d'impôt sur les revenus de 2018. Exactement. 2018, qui est censé être une année blanche, à quoi servira cette déclaration d'impôt? À pouvoir quand même avoir de l'impôt sur tous les revenus dits exceptionnels, puisque c'est une année blanche sur les revenus du quotidien, les salaires, tout ce qui est dans la continuité. Mais pour éviter, vous imaginez que tous les Français exercent des plus-values et puis se disent que du coup, ce ne sera jamais taxé. Tous les revenus dits exceptionnels, ceux qui ne sont pas dans la normalité de la vie des Français, ceux-là seront quand même taxés. Et puis, ce qui compte aussi, c'est que dans tous les pays qui font l'impôt à la source, il y a toujours un moment où on regarde quand même que vous n'avez pas été trop prélevé d'un côté, s'il y a des ajustements, de la régularisation, c'est normal. Moi, j'ai habité quelques années aux États-Unis, on payait nos impôts à la source. Ouais. C'est un système qui fonctionne très bien. L'année difficile, et c'est pour ça que depuis 40 ans, tous les gouvernements ont voulu le faire. C'est l'année de la bascule. C'est l'année de la transition. L'année de transition sera l'année 2019 pour nous. À partir de 2020, les choses finalement se mettront en place de manière assez simple et assez intuitive. Vous êtes en train de travailler, vous, la majorité en général, et Bercy également, sur la loi Pacte, qui est une loi un peu voiture balai. Enfin, il y a beaucoup de mesures. Il y en a une sur laquelle beaucoup de gens s'interrogent, qui est la modification du Code civil pour créer la possibilité pour une entreprise d'être une entreprise avec une mission, avec des objectifs sociaux et environnementaux. Est-ce que ce sera une obligation pour les entreprises? Alors, les entreprises à mission ne sont en rien un statut obligatoire. Il se trouve que j'avais travaillé dans ma vie précédente sur ce sujet. C'est extrêmement intéressant de permettre à une entreprise qui souhaiterait dire « je veux bien sûr avoir un objectif financier, mais je veux le mettre au même niveau qu'un autre objectif, un objectif de santé publique, un objectif de développement durable, un objectif d'emploi. » Donc les entreprises ne devront pas changer leur raison d'être ou leur mission, les statuts des sociétés. On parle de deux choses différentes. Il y a d'un côté le fait qu'on veut reconnaître le fait que toutes les entreprises le savent déjà, elles ont un impact social et environnemental et qu'une partie de leurs décisions a des conséquences sociales et environnementales dont il faut qu'elles soient conscientes. Ça, c'est quelque chose qui s'appliquera à toutes les entreprises, mais qui s'applique déjà de fait à toutes les entreprises, puisqu'il y a énormément de régulations qui leur demandent de regarder des normes sociales, des normes environnementales. Ça, c'est faire entrer dans le droit une situation de fait. Et il y a par ailleurs l'option qui est permise, créée, pour que les entreprises choisissent par elles-mêmes de se doter de cette espèce de double bénéfice, un bénéfice social et environnemental, qu'elles se définiront eux-mêmes, avec une gouvernance qui soit un petit peu construite, et puis d'un côté, un objectif financier. Moi, ce que je trouve dans Pacte, c'est que c'est d'abord une loi de cohérence. C'est une loi de cohérence entre ce qu'on a fait entre la réforme fiscale... Ça part un peu dans tous les sens. Hein. Oui, mais justement, si vous regardez, d'un côté, on dit ce qu'on veut en fait en France, c'est de l'emploi et de l'investissement. Qu'est-ce qu'on a fait? Une réforme fiscale, la réforme du Code du travail, un énorme chantier sur les compétences et la formation. Il manque aujourd'hui une brique qui parle des entreprises elles-mêmes, de leur fonctionnement interne, des seuils, qui parle de leur plan de financement, qui parle de leur gouvernance, de leur transmission. Tout ça, c'est l'impact. C'est finalement ce qui permet de faire le continuum de nos réformes. Je reviens sur cette affaire d'entreprise de mission et de la modification du Code civil qui, depuis 150 ans ou 200 ans, fonctionnait très bien. Le Conseil constitutionnel semble s'être montré extrêmement réservé sur cette mesure. Tant pis, vous y allez? Moi, je pense que le monde a aussi beaucoup changé en 150 ans. La semaine... Il change aussi, oui, mais regardez, quand on veut mettre la grande réserve, c'est un problème, non? Vous savez qu'on était au cours d'une discussion constitutionnelle. On voulait mettre l'environnement, la protection de l'environnement, dans les parties les plus initiales, le préambule, les premiers articles de la Constitution. En faisant ça, on est en train finalement de changer aussi la hiérarchie finalement des normes et des priorités. Ça peut permettre au Conseil constitutionnel de considérer que si cette réforme constitutionnelle est donc adoptée, ce que nous souhaitons, eh bien, ce qui n'est plus en tout cas dans le calendrier, on verra bien. Ce que le Premier ministre a annoncé hier comme étant un objectif de la reprise probablement de l'hiver. Une fois qu'on a posé ce principe, une fois qu'on a dit que l'écologie, c'était pas quelque chose qui se traitait dans un mystère, mais qui se traitait dans l'économie dans son ensemble, notamment dans la société dans son ensemble, eh bien, demander aux entreprises de bien prendre en compte les conséquences environnementales comme elles le font déjà, et j'insiste là-dessus parce que les réglementations sont déjà extrêmement lourdes et sévères. L'inscrire dans le Code civil... Comme elles le font déjà, signifie bien que cette mesure était probablement inutile. Non, je pense qu'elle est extrêmement utile pour dire, puisqu'il y a un certain nombre de normes qui s'appliquent,
elle s'applique jusque dans le fait de votre constitution même. Une entreprise, ce sont des hommes et des femmes qui ont un projet, mais qui ont effectivement aussi une incidence sur la société et l'environnement. On verra quand ce sera voté et éventuellement travaillé par le Conseil constitutionnel. Merci Amélie Montchalin. Merci.